go deep and picked off. Intercepted by Ambry Thomas. We'll see a pickup come down the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 57e épisode du Face Foot Podcast, 57e épisode et une très belle victoire 42-19 contre les Eagles sur leur terrain, une victoire largement dominante, largement méritée sur l'ensemble du match. Pour parler de cette belle victoire avec moi, Kevin, Olivier, Gonzague et Loïc est là, salut les gars. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Hello. Salut. 42-19 sur le terrain des Eagles, le duel était hyper attendu, c'était le duel le plus attendu de cette semaine, le duel sûrement le plus attendu de saison régulière de toute la saison. Les deux meilleures équipes peut-être de NFL depuis le début de la saison qui s'affrontaient, et la domination elle a été large pour les 49ers après un début de match un peu poussif. Kevin, t'as pensé quoi de ce match dans l'ensemble après que les chiottes aient fini d'être tirées? Kevin, t'as pensé quoi de ce match? Écoute, comme tu l'as dit, on a mis deux drives à rentrer dedans, aussi bien offensif que défensif. Ils en ont profité pour marquer deux field goals, et puis après, ça a été une démonstration. Quel plaisir de voir son équipe jouer à ce niveau. Un Brock Purdy fantastique, une attaque super bien équilibrée, tout le monde a produit, McCaffrey, Debo, Ayo, Kittle, tout le monde était présent, et puis une défense ultra dominante. On pourra aussi revenir sur l'épisode Dre Greenlaw avec le responsable de la sécurité de Philadelphie, mais que dire à part que c'est un match ultra accompli, et on prouve tout simplement que quand on a nos titulaires et que tout le monde est en forme et que tout le monde va bien, on est intouchable et on est la meilleure équipe de la NFL. Olivier? Hier soir, on a fermé des bouches. On en a fermé beaucoup de bouches. On en a fermé énormément de bouches. Et même des gens, au bout de 2 drives, ils étaient en train de faire les ronflants. Et ça a duré 2 drives. Après, ils ont fermé leur bouche. Mais qu'est-ce que c'est bon de fermer des bouches, comme on a fait hier soir. Et non, voilà, ça c'est le premier point sur lequel je voulais revenir, c'est ça. C'est facile de parler, c'est plus difficile d'agir. Hier soir, on a prouvé par A plus B plus C plus D jusqu'à W et jusqu'à Z qu'on était la meilleure équipe NFL. Ça a joué, ça a produit. Offensivement, c'était très bon. Défensivement, ça a été violent, c'était viril. On a fait ce qu'il fallait, on les a marqués au fer rouge du début à la fin. Et quand on joue comme ça, je rejoins totalement Kevin, c'est très simple, il n'y a pas de discussion, il y a les Niners et après le reste de la NFL, pourvu que ça dure le plus longtemps possible jusqu'au Super Bowl. Gonzague? Oui, complètement d'accord. Un superbe match. On est passé par toutes les émotions, notamment avec ce début de match, comme disait Kevin, assez poussif, avec des appels de jeu assez étonnants. Au début, on se faisait complètement bouffer sur les 2 premiers drives. Mais déjà, on sentait qu'il y avait quelque chose parce qu'on a réussi à les contenir et à les limiter à 2 field goals. Et derrière, on a complètement déroulé avec une armada offensive de dingue. Kyle Shanahan au top de sa forme au niveau de la créativité des jeux. Un Brock Purdy, mais chirurgical. Vraiment du tout bon de partout. Et en effet, des Eagles qui, même si ça reste une équipe absolument formidable en face au niveau NFL, qui s'est fait mettre à l'amende, quoi. Ils ont eu une leçon, c'est le terme. Donc vraiment bravo à toute l'équipe, une très belle victoire et on se positionne très très bien pour la suite. Loïc? Comme les autres, j'ai adoré ce match. Je l'ai trouvé particulièrement jouissif, comme l'a dit Olivier, parce qu'on a fermé des bouches. Quand Twitter oblige, je me suis pris la tête avec quelques fans des Eagles et j'avoue que les faire taire, alors qu'après un quart-temps, ils étaient en train de dire qu'ils nous roustaient. C'était la kiffance pendant 3 quarts-temps après. Je pense qu'hier, on a gagné. On a foutu 42 pions à la 2e meilleure équipe de la ligue, je pense. Il peut y avoir débat, mais rien que cette phrase est exceptionnelle, je trouve. On a écrasé à l'extérieur une des meilleures équipes de la ligue. Et ça, c'est énorme. Je retiens particulièrement la prestation offensive, personnellement, parce que mettre 6 touchdowns consécutifs en 6 drives face à l'une des meilleures défenses de la ligue, c'est juste énorme. Défensivement, on a été très bon aussi, mais moi, je retiens surtout la perf de toute l'attaque. Et on n'a même pas eu besoin d'un Brock Purdy. Il a été très bon, mais c'est pas lui qui a particulièrement porté l'attaque hier. C'est toute l'attaque qui s'est portée elle-même. Donc vraiment extrêmement satisfait de la perte d'hier.
Que dire de plus que ce que vous quatre avez dit d'ensemble, c'est extraordinaire. Notre meilleure performance offensive depuis très longtemps. Clairement, on a été ultra dominant. Ok, il y a eu le match des Cowboys qui était très bon offensivement, mais celui-là, il y avait un niveau au-dessus parce qu'il y a eu 6 touchdowns consécutifs. C'est très difficile en NFL de ne pas avoir un drive sans où tu vas faire un punt parce que tu as fait quelques erreurs. Non, là, pendant les 6 drives consécutifs, après les 2 premiers qui ont été ratés, on était intouchables. Et franchement, c'est kiffant, c'est impressionnant de voir des trucs comme ça. Kevin en a parlé un petit peu, on peut revenir quand même sur un des moments marquants du match, l'altercation entre Dre Greenlaw et Dom DiSandro. Pour ceux qui ne le savaient pas, Dom DiSandro, c'est le responsable de la sécurité des Philadelphia Eagles, une légende apparemment à Philadelphie qui est là depuis 99. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'il foutait ici en tant que chef de la sécurité. Dre Greenlaw a été expulsé, Dom DiSandro également. Olivier, t'as pensé quoi de ce qui s'est passé? C'était un moment un peu lunaire quand même. Ouais, bah écoute, on va faire la version sérieuse pour commencer. Moi, j'ai eu très peur que ce soit le tournant du match, mais de façon négative pour nous, parce que ça a reboosté le public, ça aurait pu rebooster l'équipe adverse, mais bon, ça a pas eu l'effet négatif. Par contre, moi j'ai kiffé parce qu'il y a une véritable rivalité qui s'est installée avec les Eagles et c'est génial. Quand Dédé il a récupéré Davonta Smith, qu'il a positionné un German suplex qui l'éclate, en plus c'est dans le terrain donc il n'y a pas faute, il n'y a rien du tout. Et après ça se chauffe un peu. Après, j'ai pas compris ce que ce bonhomme foutait là. Je veux dire, c'est la guinguette. Les mecs ils se prennent pour des mafieux, les mecs des Eagles, ils m'ont rendu fou. La seule chose qu'ils font, c'est ouvrir leur bouche. Voilà, et j'ai pas eu quel est l'intérêt. Et ce gars, il a le droit d'être sur le bord de terrain, et chef de la sécurité, comme disait Kevin hier soir, il a autre chose à foutre que d'être en bord de terrain, je pense. Donc, et j'ai trouvé ça lunaire. Mais après, on sent qu'il y a une détestation entre ces deux équipes, c'est trop bon. C'est pour ça qu'on aime ce sport aussi. Aziz Al-Shahir, je trouve, a bien résumé la situation sur Twitter. Il a dit si quelqu'un d'autre que mon coach ou un arbitre met les mains sur moi, il y aurait eu un problème. Ça montre bien que finalement, tous les gens qui sont tombés sur Dre Greenlaw sont peut-être pas forcément dans le vrai parce que effectivement, en revoyant les images, c'est bien ce bonhomme de sécurité qui pose les mains en premier sur Dre Greenlaw et qui ne juste pas à le faire. Donc après la réaction est ce qu'elle est, elle n'est pas si épidermique que ça au final. Il tend la main, il effleure le visage. Bon, ça arrive. Et en plus, il le montre du doigt. J'ai l'impression vraiment qu'il essaie de montrer. Après, il lui touche le visage, donc l'expulsion elle est quand même plutôt logique. Non, je reviens pas sur l'expulsion, mais le fait de mettre toute la faute sur Dre Greenlaw, comme on peut le lire à droite à gauche, c'est pas le cas. Au final, il est plus dans la réponse. Les deux se font expulser. Tout est normal, on passe à la suite, mais faudra se demander qu'est-ce qu'il foutait là effectivement et trouver des solutions pour pas que ça arrive. Au final, il y a un responsable de la sécurité, avait rien à faire là. Moi, ce que je retiens et ce que j'ai pas kiffé sur cette séquence, c'est que le public de Philadelphie a applaudi ce gars dont j'ai déjà oublié le nom. Alors ok, c'est une légende locale. Big Dom. C'est fou, okay, c'est un peu la mascotte aussi, il faut savoir. Il est très populaire. D'accord, ça revient un peu à Rice de notre côté. Tu vois, même pas, ouais, alors on va pas le comparer au GOAT quand même. Non mais dans le sens où c'est la mascotte, il est là au stade, tout le monde l'adore et dans ce sens-là, évidemment. Et puis c'est très Eagles, c'est très dans le style des Eagles d'applaudir quelqu'un qui a foutu entre guillemets un petit peu la merde. C'est un peu dans la nature de ce public entre guillemets qui est un public particulier, qui a le sang extrêmement chaud. On aime ou on n'aime pas. Il n'y a pas nécessairement de jugement de valeur de ma part, notamment vis-à-vis de la communauté francophone fan des Eagles. Mais on sait que ça fait partie de l'esprit des supporters des Eagles. C'est un peu dans ce mood-là. Donc moi, j'étais pas du tout sûr qu'ils applaudissent. Après, ils ont le sang chaud, mais ils ont l'air d'avoir eu un petit peu le sang-froid au début du 4e parce qu'il n'y avait plus personne. Ouais. Donc chaud, ils ont pris un petit coup de froid, il a dû faire un petit coup, il y a eu un petit coup de vent sur la Pennsylvanie, je pense. Ça a eu sa propre équipe au retour au vestiaire, ça a applaudi un mec qui se fait expulser, ça quitte le terrain, ça quitte le stade après un quart temps de la fin. Moi j'ai trouvé le public de Philadelphie assez ridicule sur ce match.
Non, ouais, je suis d'accord, mais enfin, la scène, elle est lunaire parce qu'au départ, on est tous d'accord, on connaît pas ce type. On pense que c'est un mec du coaching staff. Et au final, on regardait le match avec Kevin et Olivier, on est allé sur Twitter, on a vu que c'était Big Tom, que c'était pas un mec du coaching staff. Moi, je suis allé sur la page des Eagles, il était nulle part dans le coaching staff. Il fallait aller le trouver dans la page des mecs du front office, tout en bas, responsable de la sécurité. Enfin, c'est totalement lunaire. Non seulement qu'un mec comme ça soit sur le bord de touche, après, il y a tout le monde sur le bord de touche, donc j'ai l'impression que ça fait pas trop sens. Mais la vraie question, c'est comment ce mec-là est sur le bord de touche et à côté de Nick Sirianni et que ça soit lui le premier dès qu'il y a une embrouille qui est devant. C'est ça surtout. C'est pas tant qu'il soit sur le bord de touche, il y a tout le monde sur le bord de touche. Mais qu'il soit sur le bord de touche dans une position préférentielle. Ça, c'est une position de coordinateur là où il était, pas une position de chef de la sécurité. Et surtout, bah après, vous en avez bien parlé, d'où le mec va au contact avec un joueur, quoi. Aziz Al-Shaair, oui, il l'a résumé. Après, oui, il n'y a que mon coach ou un arbitre qui peut me toucher. Après, ça aurait été un joueur des Eagles, ça aurait pas été choquant. La réaction aurait été sûrement la même, mais ça aurait été un joueur, tu vois, ou un vrai mec du coaching staff. On aurait parlé différemment. Là, c'est un mec, ça fait aucun sens, tu vois. C'est n'importe quoi. Bon, on va passer quand même à des choses positives parce que après une belle victoire comme ça, on a sûrement plein de tops. Je préfère vous prévenir tout de suite. J'anticipe un petit peu ce qu'on va faire avec mes camarades. On va présenter à chacun notre top et je pense que va y avoir un nombre impressionnant de mentions spéciales. Loïc, c'est quoi ton top de ce match? Je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Pour moi, c'est Deebo Samuel, le top numéro 1. Moi, c'est une victoire hyper collective. Je pense que toute l'équipe a performé, mais s'il y a un nom que quand même je sors du lot, c'est Deebo. Bon, il met 3 touchdowns, il fait genre 130 yards au total, course plus réception, en très peu de réceptions, en très peu de courses. En plus, il touche très peu de ballons et il fait à chaque fois une production hors norme, avec notamment 2 touchdowns où il traverse complètement la défense des Eagles. Moi, ce qui m'enthousiasme surtout là-dedans, c'est que c'est pas son premier match excellent, c'est son deuxième match de suite. Alors autant de temps en temps, on l'a vu très bon ces 2 dernières saisons, autant le faire plusieurs fois d'affilée. J'ai l'impression que ça fait depuis 2021 que c'était pas arrivé. Donc moi j'ai envie de croire qu'il peut garder ce rythme et qu'on retrouve le Deebo Samuel de il y a 2 ans et pas seulement sur un match de temps en temps contre les Rams, mais de façon régulière. Même si j'ai quand même l'impression qu'il marche à la motivation, puisque il fait ça. Chaque fois ses grosses perfs, c'est contre les équipes les rivaux de division ou contre les Eagles qu'il a passé l'intersaison à trash talker. Donc je pense quand même que le mec marche à la motivation plus qu'autre chose. Mais j'aimerais bien un peu plus de régularité et le fait qu'il fasse 2 très grosses perfs de suite m'enthousiasme à ce niveau. J'ai vu un bel hommage de Nick Bosa sur Twitter pour Deebo Samuel que j'ai trouvé très intéressant et qui peut montrer aussi l'évolution de maturité de Deebo Samuel. C'est qu'il a dit il a pris son argent et beaucoup de mecs auraient pu perdre la motivation, ce qu'on a vu avec Nick Bosa notamment, hein, clairement. Et il a dit non, il touche dans une attaque comme la nôtre, il va toucher pas beaucoup de ballons, mais il va toujours être présent, il va toujours être là et dès qu'il est appelé, il répond présent. On l'a vu en début de saison, non seulement il performait pas, mais il avait pas de ballon. Le jeu allait naturellement sur Ayuk, sur McCaffrey, sur Kittle et pas forcément vers lui, mais quand le jeu vient vers lui, il est toujours capable de répondre. On avait parlé vite fait en début de saison, on avait un peu été critique du choix de mettre Deebo Samuel en tant que capitaine. Mais là, j'ai l'impression qu'il prend quand même le rôle à cœur et qu'il est en train de montrer un vrai leadership que je m'attendais pas à ce qu'il ait cette saison. Oui. Kevin, Juste revenir sur une action en particulier, son deuxième touchdown. J'ai lu sur des stats précises où ça disait qu'il avait 0,1% de chance de marquer un touchdown au moment où il reçoit le ballon. Et effectivement, il se prend un gros plaquage, il le casse et puis après il tire tout droit et avec sa vitesse, il conclut. Mais cette action-là, c'est Deebo Samuel, c'est la définition de Deebo Samuel. Il transforme un presque rien en de l'or, tout simplement. C'est clair, et il faut quand même souligner aussi le travail des bloqueurs sur ces deux touchdowns où ils traversent la défense, en particulier sur le deuxième, il y a toute la O-line qui vient l'aider, mais c'est vrai que quand tu vois le moment où il reçoit le ballon, il y a vraiment toute la défense des Eagles devant lui, tu te dis mais comment il fait pour aller au touchdown 60 yards plus loin, quoi, ou 50 yards plus loin. Et également, il était exceptionnellement aligné en retourneur par certains moments à l'absence de Ray McLeod. Il a fait des super retours, il a 60 yards, je pense, en 2 retours. Donc gros match aussi à ce niveau-là. Il y a quand même une grosse faute de Ronnie Bell, si on est honnête. Ah ouais? Oui. Objectivement, ça là-dessus, on a du bol. Après, moi, juste pour terminer sur Deebo, moi, il y a un truc, j'ai vu passer plein de choses.
sur TDA, j'en ai repris un de volée cet après-midi aussi. Il y a des mecs qui disent qu'il est arrogant. Non, il n'est pas arrogant. Il a parlé avant. Il a posé ses machines pendant le match. Et quand il a marqué ses touchdowns, il les regarde, il sourit, il leur fait coucou de la main. Il n'est pas arrogant. Il a dit un truc, il a fait le truc qu'il a dit, et il repart avec la victoire. C'est pas de l'arrogance, c'est juste il a fait ce qu'il avait dit, c'est tout. Alors, que ça plaise pas à certaines personnes, c'est pas mon problème. Lui, pour gagner, il n'a pas besoin d'avoir le quarterback adverse blessé et jouer avec les filles mères de la bédoule. Voilà. S'il y en a bien un qui a fermé des bouches, c'est vraiment lui sur ce match. Tout Philadelphie le déteste et il a marché sur la Philadelphie. Alors moi pour le coup, il est arrogant, oui. Moi je serais dans la réponse oui et. Voilà. Il assume. Il a dit les Eagles, on les explosera quand on aura notre quarterback. On les a explosés, et lui le premier. Justement, moi je trouve que c'est bien, j'en parlais un petit peu dans les podcasts précédents. L'attitude. Deebo Samuel, il est arrogant, il a de l'attitude comme Trent Williams. On a besoin d'avoir ça dans notre attaque. C'est nickel quand ça retourne comme ça. Gonzague, ton top sur ce match? J'étais hésitant entre plusieurs bouillons de dîner, mais je vais peut-être en laisser deux plus évidents et me concentrer sur le troisième, parce que même si ce n'est pas son meilleur match statistiquement parlant, mais quel kiff ce George Kittle à chaque fois qu'il fait une réception. Mais quel kiff. Ces yards après after catch où il traîne 3-4 joueurs derrière lui. Mais je suis désolé, c'est des moments parfois un peu rares dans un match. Je sais plus combien il a de catch dans le match. Statistiquement parlant, c'est pas son meilleur match de l'année. Mais quel kiff à chaque fois. Quel kiff. Et puis sur les blocs. Pour McCaffrey, mais il est tellement utile. Même si on l'a vu ressortir et se mettre en sideline de temps en temps pour laisser la place à Charlie Warner, de manière générale, dès qu'il est sur le terrain au bloc, c'est du réglisse, quoi. C'est magnifique. Non, mais ce joueur me fait kiffer, comme c'est pas permis. C'est vraiment du bonbon à voir. J'ai vraiment kiffé. Du bonbon, oui. Du réglisse. C'est pas bon, oui. C'est bon le réglisse. Ouais. Mais c'est parce que vous êtes des vieilles personnes, vous aimez les réglisses et les Werther originales. Nos ennuis. Mais c'est parce que c'est pour te dire que ça glisse tout seul, mon ami. Mais voilà. D'accord, à 100 000%. Mais voilà, j'en pleure quand je vois, j'ai de l'émotion, quoi. Olivier, ton top? Moi, mon top, oulala. On fera des mentions spéciales, t'inquiète. Ouais, je vais prendre le gars dont on a parlé hier soir tous les trois et où tu as fait le mentaliste pour savoir qui je pensais. Je vais parler de Brock Purdy. Brock Purdy, plus ça va. Vous savez que je suis pas à la draft, je suis rien. L'année dernière, quand il y a eu le train de live, je suis pas monté dedans. Et j'étais toujours, je mets des freins, pas parce que je veux pas qu'il batte les records des anciens, je m'en fous. Ça, c'est pas, faut pas faire de faux procès. Mais je trouve que plus ça va, plus ce gamin, il assure. Parce que les 2 premiers drives, il se fait secouer. Et il branche pas, il dit rien. Il commence à jouer. Et puis, dans sa façon de jouer, plus ça avance, plus il tente des trucs, plus il est bizarre à voir jouer. Et il me fait penser à un gars qui a joué à Green Bay, qui avait le numéro 4 dans le dos. Et pour moi, c'est un compliment. Il me fait penser à Brett Favre, plus ça va. Et parce que tu en penses, Gonzague, hier soir, Elliott, ce côté un peu slinger, sa façon de courir, d'improviser des jeux, capable de. Moi, je vois la passe. Au moment, il y a une passe pour McCaffrey. Elle n'est absolument pas prévue. Où il balance le ballon. Il y a juste par-dessus le défenseur. McCaffrey est en train de courir. Poum, elle lui arrive dans les mains. Et tu gagnes 10 yards alors que tu étais encore en galère. Franchement, je trouve que ce gamin, plus ça va. Et puis, il est propre dans ce qu'il fait, tout en prenant des risques. Je veux dire, il a un côté joueur et il est très gambler. Moi, j'aime beaucoup voilà. Et pour moi, c'est un gros compliment. Je sais que pour les plus jeunes, on parle de Brett Favre, il voit les mecs qui jouent dans plein d'équipes. Mais moi, par moment, je retrouve le Brett Favre de la grande époque de Green Bay. Et pour moi, voilà. Donc, bravo, mon petit bonhomme. Continue comme ça. Je te rejoins complètement sur Brett Favre, sur notamment ce côté, en effet, gambler, comme tu dis, où il tente parfois des jeux très, très risqués. Et surtout, moi, là où il me fait penser beaucoup à Brett Favre, c'est son attitude d'avant snap et l'action de jeu qui est juste derrière. C'est le chaud et le froid. C'est-à-dire qu'il paraît complètement imperturbable. C'est ça que je trouvais assez extraordinaire et pour moi qui est un peu la marque qu'on a vue chez certains grands. C'est ce côté complètement imperturbable. Tu as l'impression que le mec peut se faire saquer. Il peut rater un jeu précédemment. Il ne s'énerve jamais.
c'est un cyborg. Tu vois, comparé à certains joueurs qui peuvent être très émotifs dans leur réaction et que ça peut jouer contre eux sur le snap suivant, ce que je trouve extraordinaire chez lui, c'est qu'il est complètement imperturbable. Et ça, c'est une marque très très forte généralement chez les quarterbacks dans l'histoire. Alors, pas tous évidemment, mais dans la majorité des grands quarterbacks, c'est une marque très souvent. Et c'est d'autant plus fou qu'il est qu'en deuxième année. Je ne sais même pas s'il a joué 17 matchs en carrière et qu'il a 23 ans. Il a joué 17. Il a joué 17. Ouais. Il a joué 17 matchs. Ouais. Il reste extrêmement peu expérimenté et c'est d'autant plus fou d'avoir ce calme-là, quoi. Moi, il y a un truc qui m'a impressionné, surtout dans les images que j'ai revues aujourd'hui. C'est dans on en parlait un petit peu avec Kevin et Olivier, la capacité qu'il a à étendre les jeux quand sa poche s'écroule. Sa capacité à sortir de la poche. Et il y a beaucoup de mecs qui sont capables de le faire en NFL, ça reste quand même des joueurs de très haut niveau, mais il a un truc en plus où je trouve que dans cette action-là, il ressemble à Patrick Mahomes, sans être Patrick Mahomes évidemment, mais il lui ressemble. C'est qu'on voit Jalen Hurts, notamment quand il sort de sa poche, il met le ballon sous le bras et puis il cherche, mais il baisse la tête. Lamar Jackson fait pareil. Lui, il sort de sa poche, il court, il va quand même assez vite, et la tête, elle est haute, les épaules, elles sont hautes, et il regarde tout le terrain. Et il regarde tout ce qui se passe parce qu'il veut garder ses options ouvertes. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très impressionnant parce que le mec, il est chassé par des athlètes de fous furieux, et il panique pas, il essaie pas de courir le plus vite, le plus loin possible, il garde la tête haute pour essayer de trouver une solution, et souvent, il la trouve. Et il a en plus la qualité de passe pour mettre le ballon là où il faut. C'est vraiment le truc, je pense que Gonzague, tu me rejoindras là-dessus. Évidemment, on ne s'attendait pas à ce que Brock Purdy, en sortie d'Iowa State, soit à ce niveau-là. Mais moi, je ne pensais pas surtout qu'il aurait cette qualité à faire des lancers en mouvement. Pour moi, c'était vraiment un truc qu'il n'avait pas dans son arsenal. Oui, parce que en même temps, il avait un jeu qui était un peu différent à Iowa State, mais oui, en effet, il jouait beaucoup plus dans la poche, il sortait beaucoup moins. D'ailleurs, force est de constater que entre ses débuts à San Francisco et aujourd'hui, le jeu de jambes, notamment sur les courses latérales, ont fait beaucoup de progrès par rapport à ça. C'est un gros travailleur, hein, ça se voit. Non, moi, mes pattes, c'est que son plus gros défaut en université, c'est qu'il était déficient sur les passes longues. C'était un joueur avec un bras correct, mais sans plus. Ce que d'ailleurs lui avait reproché Nick Saban à l'époque où il était scouté chez Alabama. Bah, aujourd'hui, Nick Saban a bien halluciné quand on voit que c'est lui qui a le ratio le plus fort de passes longues de la NFL. Donc, je pense que Nick Saban, il s'en branle parce qu'il a gagné 3 titres de champion pendant ce temps-là. J'entends, mais je pense que Nick Saban, qui se déplace lui-même personnellement pour aller scouter ses meilleurs joueurs chez eux, il tape à la porte des familles, des mamans et des papas. Je pense qu'il doit quand même sacrément halluciner de s'être gouré à ce point-là sur un quarterback. Moi, ce qui m'impressionne, c'est sa capacité à ne pas rester bloqué sur la lecture qui était prévue. C'est le problème de la majorité des quarterbacks, honnêtement. C'est un jeu est dessiné pour une lecture, il va aller au bout et il va lancer jusqu'au bout. Lui, c'est notamment arrivé sur le premier touchdown pour Brandon Ayuk, où c'est clairement un jeu dessiné pour Jawan Jennings. Jawan Jennings est complètement lu par la défense et il va chercher Brandon Ayuk, ça fait touchdown. Et ça, c'est ce genre d'action, ce genre de changement dans ses yeux, on l'a vu des dizaines et des dizaines de fois cette saison et ça, c'est extrêmement fort. Et un point statistique parce qu'on a un Brock Purdy qui est leader dans les évaluations cette saison. Et quand on prend les 8 meilleures évaluations de la saison sur un match, Brock Purdy est numéro 1, numéro 5, numéro 6 et numéro 7 dans les 8 meilleures évaluations. Donc ça pose la saison du bonhomme. Il aura peut-être aucune voix pour le titre de MVP, ce qui est fabuleux. Si, je pense qu'il aura des voix. Est-ce qu'il le gagnera ou pas, je n'en sais pas, mais il aura des voix, c'est quasiment assuré. Si. Là, il est passé premier dans les prévisions. Quand même, ça y est, c'est ça. Oui. Ils ont enlevé leur caca qu'ils avaient dans les yeux, les gens. Ah, t'es dur avec Dak Prescott. Non. Kevin, ton top. Moi, je vais rester avec exactement le même top que la semaine dernière en la personne de Charvarius Ward, que j'ai trouvé encore ultra dominant, presque encore plus dominant que la semaine dernière. Les seuls moments où finalement les Eagles ont trouvé des possibilités, c'est quand ils ont visé une autre zone que celle de Charvarius Ward. Est-ce qu'on va le faire maintenant, le débat ? Je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Mais ouais, exceptionnel. Et j'ai beaucoup aimé sa réaction d'après-match où la journaliste est venue lui demander ce qu'il pensait de l'amélioration de ses performances parce qu'il venait de faire 7 passes défendues en 2 matchs. Et il a dit c'est bien, mais il faut que j'apprenne à les intercepter ces passes-là. Ouais, il cherche à progresser, c'est bien. Le bonhomme veut travailler, il n'est jamais satisfait malgré qu'en ce moment ce soit un des tout meilleurs cornerbacks de la ligue sur ce qu'il a montré ces derniers matchs.
Moi, je vais aller sur mon top. On va vraiment passer, les gars. 5 personnes cette fois-ci pour dire des tops, sans citer Christian McCaffrey, puisque c'est pas mon top. On va en parler après, mais moi, je voulais vraiment souligner autre chose dans mon top. Ça fait plusieurs semaines. Gonzague avait fait un très beau et très juste, une très bonne et très juste intervention là-dessus. Dans nos podcasts, dans notre série de défaites sur le niveau cataclysmique de nos defensive tackles. Nos defensive tackles jouent à un niveau monstrueux depuis 2-3 semaines. Et ce match-là, ça a été le sommet. Ils ont été incroyables. Encore une fois, le jeu de course n'a pas du tout avancé. DeAndre Swift a fait, j'ai les statistiques sous les yeux, DeAndre Swift a fait 13 yards en 6 courses. Voilà. Ils ont fait 46 yards au sol, dont 20 par Jalen Hurts. C'est hallucinant. Non, franchement, contre la course et contre la passe, ils ont mis une pression folle. Et surtout, l'image, c'était que Javon Hargrave était le leader. On l'a peut-être un petit peu moins vu aujourd'hui. On a peut-être un poil moins vu Arik Armstead, même s'il a été là. Moi, il y en a un qui m'a grave impressionné sur ce match-là, c'est Javon Kinlaw. Il a été extraordinaire. Il était partout. Dès que tu avais un mec qui tentait quelque chose, Javon Kinlaw était là. Dès que tu avais un petit peu de jeu qui s'étendait, Javon Kinlaw était là. Il a pris un sac sur Jalen Hurts qui glisse, mais Javon Kinlaw était là. Kalia Davis s'est montré pour la première fois. Il n'était pas inactif. Il est allé chercher un sac et il a mis de la pression. Il a le meilleur pass rush rating de Pro Football Focus sur ce match. Kevin Givens était partout. On a une profondeur à ce poste qui est absolument hallucinante. Et il performe. Donc franchement, la ligne défensive et la défense dans son ensemble a été très haut niveau, mais les defensive tackles m'ont particulièrement sauté aux yeux. Et puis Javon Kinlaw, seulement 22 snaps, 5 pressions, 2 sacs, 3 stops. Ça va voilà. Et en plus, match. il faut quand même se dire un truc, les gars, c'est qu'en face, on joue contre une équipe qui a une O-line exceptionnelle. Je veux dire, les Eagles, ils s'en sortent dans ce match-là avec en marquant 19 points parce qu'ils ont une O-line d'un autre monde. Et ce que tu dis, Elliot, c'est vrai. Les defensive tackles ont été monstrueux. Et en plus, quand on dit en face, c'est super fort. C'est une performance dantesque qu'on a vu hier soir. Vraiment être conscient. Et si on veut étendre un peu sur l'ensemble de la ligne défensive, on n'a pas fait beaucoup de sacs, on fait que 3 sacs sur le match. Par contre, la pression qu'on a mise, elle était folle. J'ai vu repasser une petite stat. Jalen Hurts a été sous pression sur 46 de ses snaps. 46. C'est un nombre hallucinant. Juste que je retrouve la stat. Offensivement, il était sur le terrain pour 67 snaps. 46 fois, il a été sous pression. Sachant qu'il y a des courses là-dedans. Donc, il n'était pas sous pression sur les courses. Juste un petit point sur les scores. Nick Bossa, 8 pressions. Chase Young, 7. Armstead, 6. Kinlaw et Gregory, 5. Ferrell, 4. Hargrave, 4. Kalia Davis, 2. C'est hallucinant. On n'a pas réussi à conclure parce que, comme l'a dit Olivier, leur ligne offensive a réussi à tenir la baraque. Mais par contre, Jalen Hurts, il n'a jamais été dans un fauteuil. Et pourtant, si je peux mettre un tout petit bémol là-dessus, je trouvais que, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit, mais que parfois on manquait un peu de volonté dans le dernier geste pour le saquer. Je veux dire, tu l'as dit, on met un nombre de pressions exorbitant, et pourtant on fait entre guillemets que 3 sacs. Et parfois j'ai l'impression qu'on pouvait le saquer et qu'on le faisait pas parce que, je sais pas, il y avait peut-être un manque de hargne dans le dernier geste, mais voilà, c'est juste pour mettre un tout petit bémol là-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est un manque de hargne, mais honnêtement, pour avoir revu des extraits, je ne vais pas dire beaucoup de choses positives sur Jalen Hurts sur ce match-là parce que je trouve qu'il n'a pas été bon, mais par contre, il a une qualité, c'est de faire le petit évitement pour éviter le sac. Il en a fait quelques-uns, et celle-là, il a la qualité juste pour pas, quand le mec arrive, il le voit rêver, il est sous pression, et derrière, il a fait des passes incomplètes à volo, là, des passes de merde en touche quand il était sous pression. Par contre, il arrive à pas se faire attraper. Ça, c'est sa qualité quand même. Ouais, et puis, il faut leur donner leur ligne offensive, faut le dire, elle est formidable. On n'en affrontera pas d'autres des lignes offensives de ce niveau-là. C'est complètement fou d'avoir une ligne comme ça. Et ils ont pu résister, comme tu l'as dit, Olivier, parce que la ligne offensive a été excellente. Sinon, sans ça, ils marquaient 3 points dans ce match-là. Enfin, 6, puisque finalement, ils ont eu 2 bons drives. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres mentions honorables ? Peut-être on peut parler de Christian McCaffrey ? Moi, je vais pas parler de Christian McCaffrey. Je vais parler du mec qui l'aide à tout le temps. Je vais parler de Trent Williams encore une fois. Comment on peut pas faire une petite opinion sur Trent Williams ? Il est juste exceptionnellement monstrueux, ce bonhomme.
Je veux dire, il fait des blocs, c'est la mer rouge. Les mecs en face, tu peux mettre qui tu veux en face. Le mec qui se fait dégonder, qu'il soit costaud, qu'il soit rapide, qu'il soit puissant, qu'il soit même un extraterrestre, il arrêtera quand même. Je veux dire, c'est Trent Williams, quoi. Je veux dire, hier soir, il y a plein d'actions où il y a juste un petit décrochement, il change de côté, boum, tu vois le mec, le touchdown que marque Christian McCaffrey, il y a Hassan Reddick qui arrive, puis d'un coup il a pris un mur de face, et puis il s'est retrouvé qu'il y avait un énorme passage, et il a juste, et qu'est-ce qu'il a fait CMC? Il est parti dans le cul de Trent Williams, et puis d'un coup il y a l'ouverture. Et contre une équipe qui met une énorme pression comme on avait en face, j'ai encore trouvé ça exceptionnel de sa part. Il faut pas passer sous silence le travail qu'il fait ce mec-là. Mais j'ai l'impression que Trent Williams, c'est un peu comme Christian McCaffrey. On commence à banaliser l'extraordinaire. Oui, c'est pour ça. C'est dingue. Enfin, moi, je vais reparler un petit peu. Je suis d'accord avec toi sur Williams. Christian McCaffrey, juste, il a fait 93 yards au sol, 5,5 par course, 40 yards à la réception. Voilà. Il a passé les milliards, au sol sur ce match-là. Il reste encore combien ? 5 matchs ? C'est indécent. C'est totalement indécent. Franchement, ce mec-là, si la ligue était, si la NFL était plus égalitaire sur qui sont désignés meilleurs joueurs à la fin de la saison, la discussion pour le titre de MVP, elle serait terminée depuis longtemps. C'est clair. Moi, j'ai un petit opponent que j'aimerais juste dire très rapidement. Qui se rend compte que Hufanga est blessé, en fait. Moi, j'aimerais juste saluer le fait que Jair Brown, pour un rookie, fait complètement le taf. Alors, dans un style différent, il va un peu moins au tampon. Il est en position strong, mais il joue presque comme s'il était un deuxième free safety avec Gibson à côté. Mais honnêtement, je trouve qu'il fait très très bien le taf depuis qu'il remplace Hufanga au PP. C'est un rookie dans une équipe tourne, c'est jamais évident. Et je trouve qu'il se débrouille très très bien, bravo à lui. Moi, j'allais dire que je pense qu'on a un coach safety absolument exceptionnel, dont on parle jamais, je crois qu'il s'appelle Johnny Holland, et qui arrive à se démerder avec à peu près n'importe qui. Je veux dire, Jimmy Ward et Tart, sur leurs dernières années chez nous, ils ont vraiment beaucoup progressé. Hufanga, deuxième saison en NFL, il est first team All-Pro. Tashaun Gibson, c'était pas personne avant de venir chez nous, mais enfin, il a quand même été vachement meilleur chez nous qu'avant, je pense. C'était pas personne, mais ils l'ont sorti de la retraite. Voilà, c'est ça. Et maintenant, Jair Brown, qui est un rookie de troisième tour, on en fait un titulaire cohérent. Donc moi, je pense qu'on a vraiment un très bon... Je pense que le poste de safety, c'est comme le poste de linebacker. Même si on perd des gars, ça fait chier, mais on arrivera toujours à bricoler avec ce qu'il y a derrière parce qu'on a un très bon coaching staff. Et puis on a quand même un GM qui s'appelle John Lynch et qui est un des meilleurs safety de tous les temps. C'est lui qui s'occupe du recrutement, je pense qu'il sait ce qu'il fait aussi. Et ça doit aider à trouver les bons gars. C'est clair. Je vais juste rajouter un petit truc sur Jair Brown. Sur ce match-là, je suis d'accord, Gonzague, tu l'as bien vu et tu l'as bien remarqué, il joue pas du tout comme Hufanga, beaucoup plus hybride dans son rôle de safety. Et c'est en ça que je trouve que son recrutement est intelligent et son utilisation l'est tout autant aujourd'hui. C'est que quand Hufanga sera revenu et Tashaun Gibson sera parti, puisque je pense que c'est sa dernière saison probablement, les deux pourront être alignés ensemble et Jair Brown dans un rôle plus free et on aura nos titulaires en poste de safety pour au moins 8 à 10 ans. Ma petite mention supplémentaire, je suis obligé de la faire, mais est-ce qu'on se rend compte du luxe qu'on a d'avoir un Jawan Jennings en receveur numéro 3 ? Ce bonhomme est complètement fou. Je pense qu'il y a des équipes qui en rêvent pour être numéro 2, voire même certaines équipes médiocres qui en feraient un numéro 1. Il est formidable, il est puissant, il est grand, il est parfait. La semaine dernière, j'ai encore en tête sa réception où il élimine 3 receveurs à lui tout seul en puissance totale. Cette semaine, il est encore exceptionnel. Voilà. On peut l'utiliser par parcimonie. Sur son touchdown, il a balancé son défenseur par terre comme si c'était une poupée de chiffon. Il l'a regardé genre un enfant contre un adulte. Allez, par terre. C'était beau. C'est ça. Et ce monsieur, c'est notre receveur numéro 3 qu'on fait rentrer quand on en a besoin. C'est ça. C'est un mec qu'on utilise sur 3e tentative et puis voilà. Bon, en tout cas, profitons-en parce qu'en effet, dans la gestion des contrats, vu son statut aujourd'hui numéro 3, je crois de mémoire qu'il est en fin de contrat à la fin de l'année. Il est en fin de contrat tous les ans, Jawan Jennings, il est toujours renouvelé pour un an. Est-ce qu'on arrive à le re-signer au bout d'un moment? Il y en a bien un qui vont lui offrir un contrat de numéro 2 quand même, voire de 1 bis. Les Patriots, par exemple. Il y en a qui seraient intelligents de le faire. Après, le problème, c'est que les équipes qui n'ont pas de bons receveurs aujourd'hui, c'est des équipes qui n'ont jamais essayé
qui n'essayent jamais d'en avoir. Les Patriots notamment ou les Giants ne se concentrent jamais sur ce poste-là. Donc, qui continue à laisser passer ce mec-là, nous, on va gracieusement continuer à le sous-payer. J'ai un petit opiné, mais il faut quand même le faire. C'est à Kyle Shanahan pour le cahier de jeu qu'on a. Ce cahier de jeu qui est fabuleux, ce cahier de jeu qui s'adapte. Et on remarquera hier soir que c'est quand même vous, les gars, qui me disiez qu'il faut qu'on fasse des courses pressantes au début du match, alors qu'il a tenté de faire autre chose. Il a varié complètement. On sent que Shanahan, il a un contrôle de son effectif. Il en maîtrise totale. Et franchement, hier soir, après, je ne parle pas la fin du match, mais le deuxième et troisième quart-temps, c'était vraiment de la poésie, quoi. Il a proposé aussi bien les alignements que les motions, que les choix. Les choix, chaque fois, c'était juste parfait. Franchement, gros respect à Kyle Shanahan qui prouve à quel point c'est vraiment lui un génie offensif. En plus, Shanahan, il est souvent critiqué sur sa capacité à trouver des ajustements en cours de match. Là, on fait 2 premiers drives où il n'y a rien, on recule. Hein. Et après ça, on enchaîne sur 6 touchdowns en 6 drives. Donc, dans le genre réajustement, c'est pas mal, quoi. Et puis on peut faire le même petit compliment à Steve Wilkes aussi, qui depuis qu'il est descendu sur le bord de la touche, lui aussi trouve les ajustements. Il a un peu galéré en début de match. Il les a trouvés et on les a complètement shut down par la suite. Donc bravo à lui aussi de trouver les solutions et puis d'avoir accepté ce changement-là dans sa philosophie. On peut passer au flop, ça va être un peu plus court parce que là on avait vraiment, si on continuait là-dessus, on pouvait citer à peu près tous les 53 qui étaient en tenue. On va passer au flop et on en rajoutera des mentions honorables à la fin, mais j'ai envie de laisser la parole à Olivier pour lancer son flop et lancer surtout notre débat du jour. Olivier, on t'écoute. Le nullissime one, le seul, l'unique, le mec qui, quand il fait une action, c'est un miracle, il va faire le barbeau à côté du receveur. J'ai nommé Ambry Thomas. Qu'est-ce qu'il fout sur le terrain? Les seules actions où les Eagles ont avancé, on le regardait hier soir tous les trois, c'est quand cet abruti, au départ, il est à 6 yards, il couvre, il est à 6 yards de Devonta Smith. Après, il se dit, si c'est trop loin, je vais mettre à 3 yards. Il s'est encore brûlé. C'est pas possible, c'est pas possible. Ou alors quand il a, comme il s'appelle, Eddie Brown en charge, il doit passer dans son dos, puis il laisse partir dans son dos. C'est beaucoup plus rigolo de le laisser derrière soi. Il est nul, mais il est catastrophique. Et à un moment, il y a une action où il fait une défense, et il s'amuse à faire le malin. Comme disait Kevin hier soir, c'est beaucoup plus facile quand il n'y a plus qu'un yard. Il n'est plus qu'un yard du gars, il est à côté de lui. Mais non, franchement, je l'ai trouvé encore pitoyable. Et en plus, moi, fait partie de ces mecs. Il fait penser à l'autre nul qui jouait, comment il s'appelle, à Cincinnati. C'est Eli Apple, celui qui parle tout le temps et qui est pas bon. Tu peux rajouter Eli Apple, tu peux rajouter dans ce lot-là notre bon ami Akello Witherspoon aussi, qui est un peu dans le même style. Non, je pensais surtout, non, pas comparé à Jalen Ramsey. Moi, c'est vraiment, il me fait penser à Eli Apple. Le mec, il est pas bon, il parle, voilà. Vraiment, pour moi, c'est une catastrophe. Ça resterait une catastrophe, voilà. Le droit de réponse de Gonzague. Je suis assez surpris, en effet, parce que moi, contrairement à mes compères, je n'ai pas suivi le match avec eux. J'ai pas du tout eu le même match d'Ambry Thomas. En fait, je l'ai déjà trouvé très, 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 très fort en red zone, déjà. C'est lui qui, notamment, enlève le ballon de manière assez spectaculaire sur un touchdown qui était quasiment tout fait. En plus, ajouter à cela, et pourtant Dieu sait que je suis pas du tout un fan d'Ambry Thomas, je me suis suffisamment moqué de lui comme Olivier, mais j'essaie de rester objectif. Quand on regarde, alors j'ai plus les stats, faudrait qu'on les retrouve, mais il n'a pas accordé tant de yards que ça, contrairement à ce que prétend Olivier à l'arrivée. Surtout au-delà de ça, on le voit, là les premières notes de match commencent à tomber, il est quasiment noté à partout. Pourquoi ? Parce qu'il a été agressif, plutôt dans le bon sens du terme. Je l'ai vu beaucoup plus au marquage. Alors oui, il y a peut-être un ou deux jeux qui sont davantage ressortis que d'autres et sur lesquels Olivier a fait mention où il a été un peu en retard, mais pour le reste, ça a été un pot de colle pendant tout le match. Et je ne vois vraiment pas en quoi Ambry Thomas est aujourd'hui le maillon faible de l'équipe. Si tu prends le combo des cornerbacks, d'ailleurs, ça a été la position la mieux notée de l'équipe. Si tu prends la position de cornerback, c'est 11 passes défendues au global entre Ward et Ambry Thomas. 11 passes défendues, c'est énorme. Et le Noir aussi, qui a fait son bout de match aussi.
Ouais, non, mais tu vois ce que moi, en fait, j'ai beaucoup de mal à comprendre en quoi Ambry Thomas est le maillon faible. On disait en début d'année que fallait forcer sur le cornerback 2 pour trouver la voie. Moi, c'est pas dans ce match-là que je l'ai vu, ça. Honnêtement, Olivier, je ne comprends pas du tout là cette position que tu as vis-à-vis d'Ambry Thomas. Alors, je ne sais pas si nos auditeurs partageront ton avis ou le mien, mais en tout cas, pour moi, il n'a pas été le maillon faible de l'équipe hier soir. Pas du tout. Et surtout quand tu joues Edgy Brand et Devonta Smith en face, quoi. Bah, j'ai revu le match cet après-midi avant de faire l'émission et je me suis dit bon, j'ai dû faire un focus sur lui et j'ai regardé et il y a une série et j'ai fait juste focus sur lui. Il est osesque comme on dit chez moi. Il est au niveau du marquage, il est osesque. Voilà, et c'est l'action. Pendant le match, je disais non, il faut qu'ils arrêtent, ça va être interdit de jouer sur Ambry Thomas. Il ne faut pas viser du côté d'Ambry Thomas. Et chaque fois le ballon il arrive sur le mec. Non, pourquoi les drives avancent? Pourquoi les drives avancent des équipes des Eagles? C'est uniquement de son côté à lui. À un moment, tu te retrouves en 3 et 18. Le mec, il doit être au marquage de Devonta Smith. Mais même quand le mec, il doit faire une passe de 18 yards, il n'arrive pas à être à côté de lui. Putain, tu sais que la passe, elle va être longue. Reste collé à ton gars. Il arrive encore à se faire brûler. Et c'est pas un ballon en profondeur. Du moins qu'il y ait un changement si le receveur en face fait juste un pas de côté ou une feinte, il est perdu. Voilà. Et c'est ça que je trouve gravissime avec ce gars. Alors là, c'est passé parce qu'on a vraiment un écart. Il y a vraiment un écart entre les deux équipes. Mais pour moi, hier soir, c'est lui qui fait avancer l'équipe adverse. Je veux dire, vu que les courses ne passent pas, et que Charles Ward de son côté a rien laissé passer, voilà. Donc, Ambry Thomas n'a pas laissé passer beaucoup plus. Hein. Les gros jeux d'ailleurs au début de match, c'est paradoxalement Charles Ward qui laisse passer, mais je suis le premier à reconnaître le très gros match de Charles Ward et je rejoins complètement Kevin sur son top. Mais de manière générale, non, nos deux cornerbacks ont été très bons. Et je regrette juste une chose dans la préparation de l'émission, c'est de ne pas avoir récupéré les stats avant le match. Peut-être qu'Eliott et Kevin l'ont fait entre-temps, mais j'arrive pas à les trouver, j'ai un peu la flamme de chercher, je t'avoue. Ambry Thomas a accordé beaucoup moins de réception qu'il n'en a défendu. Point barre. Point barre. Il a défendu plus de passes qu'il n'a accordé de réception. Olivier, à quel moment tu peux mettre Ambry Thomas en flop à partir de là? Je suis désolé, je réitère, mais je comprends pas. Là, pour moi, tu fais un focus. Je maintiens que tu fais un focus sur Ambry Thomas. Et je sais pas, c'est parce que vous avez regardé le match à 3 et que vous êtes monté le bourrichon, j'en sais rien. Là, mais je comprends pas. Je ne comprends pas encore Ambry Thomas a été le meilleur de ce match-là. En aucun cas. Tu reverras, on en reparlera. Il y a pourtant des actions ultra symptomatiques où il abandonne le marquage. Je me rappelle d'une action où AJ Brown part dans son dos. Il peut le suivre, mais il prend la décision de ne pas le suivre. Ça fait 25 yards dans la vue, le drive continue. Et à chaque fois qu'ils ont trouvé un peu de rythme offensif, c'est parce que Ambry Thomas ne tenait pas son gars. Alors oui, effectivement, il y a 75% peut-être du match où Jalen Hurts ne lance pas de ballon et on finit par lui mettre assez de pression pour qu'il lance en touche parce que Ambry Thomas, comme les autres, fait son taf de couverture et qu'il est présent. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont pu avancer, on avait Ambry Thomas, le numéro 20, plein dans la vue. Et c'était sur lui à chaque fois. Pour moi, c'est le seul joueur un peu en dessous dans ce match, même si, malgré tout, l'œuvre globale peut être plus positive que négative. Là-dessus, je te rejoins. Mais malgré tout, les points négatifs qu'on a à relever, ils sont sur le dos d'Ambry Thomas, selon moi. Ah bah moi je suis pas d'accord. Si vraiment il y a un seul cornerback et encore vraiment on cherche la petite bête parce qu'ils ont pour moi été tous les trois très bons. Celui qui est un peu en deçà, c'est le Noir, malgré son énorme tampon qu'il a été porté au firmament par les supporters pendant le temps d'une action. Mais je suis désolé. Pour moi, non. À la rigueur peut-être le Noir un poil en dessous, mais certainement pas Thomas. Certainement pas Ambry Thomas. Bon, on vous mettra pas d'accord, messieurs. Je pense qu'on peut passer à la suite parce qu'on est déjà sur un enregistrement d'une longueur, même si c'est d'une qualité folle, quand même d'une bonne longueur. On va passer à moins qu'il y ait quelqu'un qui a rajouté un autre flop sur ce match. Moi, j'en avais deux. Le premier, c'était le public de Philadelphie, mais j'en ai déjà parlé. Et le deuxième, c'est Christian McNamara, qui nous fait une simulation assez grotesque, où même l'arbitre se fout de sa gueule. Donc voilà, je vais aller juste le placer. Venu pour des trucs pareils, toi? Mais c'était particulièrement drôle de le voir plonger et faire la diva par terre. Puis l'arbitre lui taper sur le casque en rigolant, c'était quand même très drôle, effectivement. Gonzague?
Ouais, moi j'ai un duo de joueurs que j'ai trouvé un peu en deçà de leur standard. Alors l'un un peu moins que l'autre. On va reparler un peu de Spencer Burford. Je trouve qu'il a été un peu le maillon faible sur la ligne. Alors certes Comme en depuis le face, début de la saison. voilà, il y a un niveau de defensive tackle en face qui est extraordinaire et c'est pour ça que je ne veux pas leur en vouloir de trop d'avoir été un peu en deçà par rapport à d'habitude. Mais il y en a un autre que j'ai trouvé très en deçà de ses standards, qui s'est foiré d'ailleurs à 3 reprises. C'est Brendel au poste de centre. Qui nous a fait quand même trois snaps assez dégueulasses pendant le match, beaucoup trop bas. On a notamment en mémoire cette réception à une main de Purdy parce qu'il ne s'attendait pas du tout à avoir le ballon lancé à ce niveau-là. Donc il a rattrapé un peu comme il pouvait. Et en fait, et même la qualité qu'on prête à un centre, c'est notamment tout de suite après le snap de se remettre tout de suite sur ses appuis pour pouvoir contrer le defensive tackle one technique en face. Et alors, j'ai trouvé qu'il s'est quand même fait sacrément bouffer. Là-dessus, donc en face, c'est la D-line des Eagles, elle est stratosphérique. Je lui en voudrais pas donc d'avoir été un peu en deçà, mais clairement, Brendel, je pense, nous a fait son moins bon match depuis le début de l'année au poste de centre, tant au niveau des snaps qu'au niveau de la qualité de la protection. Ok, et ben écoutez, on a bien parlé de ce match-là, on retiendra quand même l'important. Grosse victoire qui fait plaisir. Et on va parler de notre match de la semaine prochaine contre les Seahawks. Dimanche soir, 22h05 au Levi's Stadium, retour à la maison, même si en fait au final la fin du match contre les Eagles s'est fait dans un stade rouge. Retour à la maison contre nos meilleurs amis / ennemis, les Seahawks, à 22h05. On les a joués il y a 2 semaines, donc ça reste assez frais. Je pense qu'on va pas avoir grand-chose à rajouter de ce qu'on a fait il y a 2 semaines sur la preview. Olivier, on est d'accord, ça y est, on est lancé, on continue le rythme, victoire et puis on enchaîne. Tout simplement, il faut continuer sur le même rythme. Comme j'avais dit l'année dernière, on a passé la 1, la 2, la 3. Maintenant, il faut qu'on passe la 4e, la 5e et la 6e, tout droit à fond. Et qu'on continue sur la même lancée. Et après, en rajouter, on va pas refaire rien de plus à rajouter par rapport au match. Kevin, on est d'accord, fond de 6e, direction la victoire et puis on enchaîne? Ouais, c'est ça, à part faire attention à l'excès de confiance parce qu'on est sur une lancée incroyable et retrouver les Seahawks seulement 2 semaines après, il peut y avoir peut-être un petit excès de confiance, faire attention à ça, mais sinon on continue à leur rouler dessus et puis dans le même temps avoir aussi les yeux rivés sur ce que Philadelphie va faire à Dallas parce qu'on est lancé dans une grosse bagarre pour le first seed entre les deux équipes, donc ne pas laisser échapper de match parce qu'on a grillé notre joker et on va attendre leur faux pas à eux pour essayer d'aller chercher ce first seed. Loïc? Évidemment, je suis d'accord, on doit les taper. Et d'ailleurs, à part les Ravens, il n'y a plus personne qui ne nous posait problème jusqu'à la fin de la saison régulière, ad minima. Mais j'avoue que je les ai quand même trouvés vachement plus convaincants offensivement contre les Cowboys que contre nous. Donc à voir comment ça va se poursuivre. J'espère juste que Jarvis Ward va lock DK Metcalf comme il l'a fait il y a 2 semaines. Si c'est le cas, on n'a pas grand-chose à craindre, je pense. Gonzague? Oui, comme mes amis et camarades, j'ai pas grand-chose à rajouter. En effet, attention avec cette confiance. Après, je prête des défauts à notre équipe, mais je trouve que c'est une équipe qui prend pas trop le melon par rapport à ça, nos Niners. Je trouve que les matchs sont globalement plutôt bien préparés. Donc, je vois pas trop les Niners en excès de confiance. Mais oui, de manière générale, éviter les blessures aussi. Parce que là, on arrive un peu dans une époque charnière où toute blessure importante va avoir un impact sur les playoffs. Donc, pensez à se protéger. Et si on mène sur un score fleuve, faire tourner. Parce que là, maintenant, il va falloir vraiment conserver les énergies de tous en vue des playoffs. Là, on va commencer à réfléchir un peu. Oui, je suis d'accord avec vous. On va faire court, on vient, on gagne et en avant la suite. Olivier, ton facteur X? On va rester très simple. Le duel entre Metcalf et Ward. Loïc? J'avais le même, je me suis un peu spoilé, donc j'en ai pas d'autres, c'est celui-là pour moi. Kevin? Moi, j'ai envie de voir un peu ce qu'on a plus profondément dans l'effectif. Genre un Javon Kinlaw qui sort d'un gros match, j'ai envie d'avoir une confirmation. J'ai envie de le voir tout aussi fort et performer. Après, on est tellement au-dessus à tous les postes qu'un facteur X n'a pas vraiment de sens selon moi, mais un Javon Kinlaw, j'ai vraiment envie de voir s'il peut confirmer à ce niveau-là. Gonzague?
La dernière fois, j'avais parlé de McCaffrey versus le premier rideau des Seahawks. Il n'y a pas eu match. Donc cette fois, j'ai envie d'insister sur le duel entre nos receveurs et le duo de cornerback. Je crois que c'est toi, Elliott, qui en avait parlé la fois dernière. J'ai envie de revoir une seconde fois ce duel. Entre Deebo Samuel et Yoke d'un côté versus Witherspoon et évidemment, j'oublie son nom. Aide-moi, Tariq Woolen. Elliott. Tariq Woolen, merci. Voilà, j'ai envie de revoir ce duo-là, cette confrontation-là. Donc voilà, on va dire ma clé du match, c'est ça, mais c'est une grande inspiration. C'est pas un match qui m'inspire beaucoup, pour être honnête avec vous. Moi, ce que j'attends surtout de ce match-là, mon facteur X, ça va être de continuer offensivement à impliquer tout le monde. Le jeu a été correctement et assez égalitairement distribué contre les Eagles. Continuer à mettre tout le monde en chauffe, continuer à avoir Deebo en chauffe, continuer à donner des ballons à Jennings parce qu'il va servir en playoff, et puis continuer à distribuer pour tout le monde. Et puis pourquoi pas, comme on l'a vu sur certains sables, on n'en a pas parlé sur le match des Eagles, mais quand il est rentré, moi je vais me répéter, quand il est rentré, là, Jamie Mitchell il a avancé, Jordan Mason il a avancé. Continuer à faire tourner, à impliquer tout le monde parce qu'on va avoir besoin de tout le monde, en attaque et en défense, comme l'a dit aussi Kevin par rapport à un mec comme Kinlo. Les pronos, Kevin, ton prono pour ce match? Une victoire assez large, je dirais 32-7. Gonzague? J'étais presque sur le même score. Moi, je suis sur un 34-10. Olivier? 27-6. Loïc? 35-14. Et moi, j'étais sur un 37-10. Donc, on a l'air tous un petit peu d'accord sur une victoire assez large des Niners. On va passer à la séquence suivante. On va passer aux questions des auditeurs. Les questions des auditeurs, vous avez encore été nombreux à nous poser des questions. On vous en remercie. Sur Facebook, la première, c'est une question de Stéphane qui nous demande: salut à tous, peut-on encore espérer décrocher la première place de la NFC après cette grosse performance d'hier, Kevin? Bah moi c'est un grand oui. Je vois beaucoup de monde qui sont sceptiques en disant c'est dommage, 3 défaites, ça va nous priver de la première place. J'ai envie de dire non. Les Eagles ont perdu contre les Jets cette année. Ils sont passés pas loin de la correctionnelle plusieurs fois, notamment face aux Bills il n'y a pas plus tard qu'une semaine. Je les vois bien perdre un match. Ils perdent un match annuellement contre Dallas en général. C'est le match qui arrive. Au final, on va voir le tiebreaker sur à peu près n'importe qui. Donc on a juste besoin qu'ils en perdent un et qu'on gagne le reste. Et rien d'impossible à ça, donc j'ai envie d'y croire, et oui, j'y crois, et j'espère vraiment qu'on va l'avoir parce que ça serait assez incroyable de pouvoir jouer à domicile jusqu'au Super Bowl. Une petite question de Jean-François pour Gonzague. Après ce match contre les Eagles et le match des Chiefs contre les Packers qui ont battu Kansas City, sommes-nous les favoris pour le titre? C'est une bonne question. On l'avait déjà posé il y a quelques mois. Et pour moi, oui. Oui, parce que non seulement je fais partie un peu de cette ancienne école qui considère que les défenses font gagner les championnats. On a la défense, j'ai vu comme vous tous ce chiffre passer, on est premier en défense sur toutes les catégories. Toutes. Et on est ultra homogène partout. Et pour moi, c'est des indicateurs souvent d'une gagne. Alors, Olivier va te dire que les quarterbacks font gagner, c'est pas faux. Mais en plus de ça, on a le quarterback. Donc, je ne sais pas ce qui nous manque en fait. Et en fait, je trouve qu'on est parmi toutes les équipes les plus fortes, celle qui est la plus homogène. Donc, de ce point de vue-là, j'ai envie de te répondre oui. Oui, on est les favoris. Je le maintiens. En tout cas, demain, tu me demandes de mettre un power ranking. Pour moi, je me mets numéro 1. Petite question pour Olivier de la part d'un certain Gonzague. Pensez-vous qu'Ambry Thomas aura au moins une voix pour le vote du MVP cette année? Non. Allez, on enchaîne. Loïc, on en parle peu, c'était un poste discutable à l'intersaison, mais qu'est-ce que tu penses depuis le début de la saison de Jack Brendel? Tu poses à moi la question. Je peux la poser à Olivier sinon. Moi, j'ai que des questions sur Ambry Thomas toutes les semaines et sur les personnes qui me les posent. Donc, je voudrais avoir une question. Et en plus, qui c'est qui nous a posé la question là? C'était Ludovic. Ah, c'est Ludo Mété, oui. Je t'ai déjà remercié pour tes questions toutes les semaines, Ludo. Écoute, moi, tout à l'heure, j'ai écouté religieusement Gonzague et comme d'habitude, j'étais pas d'accord avec lui. Hein, hormis un snap que je vois le fameux snap où Purdy récupère le ballon sur sa main droite un peu externe. Dans les autres snaps, j'ai pas eu l'impression que c'était trop la panique. Et puis, depuis le début de saison, moi,
on sait qu'on a des joueurs qui coûtent hyper cher. Il faut qu'on deal avec des joueurs qui coûtent moins cher et qui fassent le taf. Je trouve que Brendel rentre totalement dans cette catégorie-là. C'est un mec qui, pour le prix qu'il est payé, assure largement le boulot. Donc, moi, je trouve qu'il fait une bonne saison. C'est la première fois on arrive à plus de 11 semaines où on commence à parler de lui juste aujourd'hui. Tout le reste de l'année, on n'en a pas parlé. Et un centre, si on n'en parle pas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, pour moi, il fait une saison totalement correcte. Et au prix où on le paye, c'est largement rentable. Mais on est d'accord, Olivier. Hein, on est d'accord. C'est parce que je fais une remarque sur ce match-là que je partage son analyse. Hein. Je pense que Brendel fait tout à fait le taf. Ah, mais Ne vous engueulez pas, ne vous engueulez pas. Je vais Moi, passer pour complètement revenir. d'accord, Voilà. vous voulez. On s'aime. dans le fond. L'animosité monte d'épisode en épisode. Nous, ouais, surtout Gonzague et moi. Moi, Une petite question pour Kevin de la part d'un certain Loïc. Kevin, parviendras-tu à trouver un autre top que Jawan Jennings sur ce match? Je pense que Kevin. La réponse a été oui, mais j'ai tenu quand même à mentionner mon cher Jawan. Il le fallait. Que j'adore. Question du coup pour Loïc, une question encore une fois de Gonzague. Loïc, est-ce que tu penses qu'Olivier gagnerait en qualité d'analyse avec un accent ch'ti à la place de son accent du Sud? Franchement, il faudrait trouver une raison de lui donner un gage et de lui faire toute une émission avec l'accent ski, ce serait légendaire. Approuvé. Ouais, avec l'accent belge des campagnes. Avec l'accent de Charleroi, là, ça serait bien. Ouais, mais est-ce qu'il sait le faire, ça? Non, c'est Non, compliqué. moi, je me force mais pas. Olivier, supporter du Racing Club de Lens, ce serait magnifique. Ah, tous nos Olivier auditeurs, qui c'est Lens. bugle les corons, là, ça serait waouh. Petite question de Johan, la classique question pour mieux nous connaître. On va aller dans l'ordre Kevin, Gonzague, Olivier et Loïc, et puis moi à la fin. Pour mieux vous connaître, pourquoi les Niners, depuis quand? Est-ce que c'est un match en particulier qui vous a fait basculer dans la hype californienne? Kevin. Moi, c'est tout bête. J'avais regardé des Super Bowls. Je voulais suivre une équipe en particulier. Il y avait que les 49ers que j'avais entendu parler dans ma vie avant ça. Je me suis lancé dans la pire saison qui soit. Je pense qu'on a fait 2 victoires cette année-là. C'était catastrophique, mais malgré tout, j'ai quand même accroché au club. Et puis, un match en particulier, notre retour en playoff face aux Saints, avec match incroyable d'Alex Smith et le touchdown de Vernon Davis en larmes. Voilà, pour mon premier match de playoff à vie avec mon équipe, et c'était un souvenir impérissable. Gonzague? Alors moi, ça remonte déjà, parce que c'était plus l'époque fin Steve Young Garcia, où j'ai commencé à m'intéresser au foot américain. Et en fait, j'ai accentué mon amour au moment où ils avaient le premier choix de la draft. Et en fait, je m'y suis mis à fond à ce moment-là. Et donc, en fait, ils avaient le premier choix. Et donc, ça a accentué mon amour pour les Niners à ce moment-là. Et un élément est venu concentrer encore cet amour pour les Niners, c'est que j'ai eu cette chance de pouvoir terminer mes études à San Francisco, tout simplement. Et donc, de pouvoir vivre la vie de supporter là-bas. Et donc voilà, donc je suis tombé vraiment amoureux de cette franchise. Voilà, c'est venu concentrer, c'est venu un peu de manière périodique, mais on va dire 2004-2005, c'est là où je suis très très fan de la franchise, où j'ai vraiment dégagé une franchise préférée en NFL. Olivier? Bon, il y en a qui parlent de 2010, d'autres qui parlent de 2007. Moi, je vais dire 1989. Donc, encore une fois, je vais encore faire du mois. Donc, oui, le premier match dessus. Enfin, quand j'étais plus jeune, j'avais un pote qui s'appelle Is, qui était américain, qui est venu vivre en France. Et c'est grâce à lui que j'ai connu le football américain. Et le premier match que j'ai vu, c'était les Niners de Montana contre les Cincinnati Bengals. C'était un Super Bowl. Et j'ai trouvé que le gars avec le numéro 16, il était fabuleux. Et je me suis rendu compte que c'était pas un coup de chance. Partant de là, depuis ce jour-là, je suis tombé dans la potion et dans la marmite de potions magiques, j'en suis jamais sorti. Donc, j'ai toujours eu les Niners comme équipe. Et ça a été plus ou moins facile à regarder parce que c'est pas la même époque que maintenant. Donc, D'ailleurs, tu savais pas dans quelle couleur ils jouaient à l'époque? si, quand même, on savait que c'était Scarlet and Gold. Les matchs, à chaque fois, c'était les clairs contre les foncés et ça changeait d'un match à l'autre. Ouais, c'est ça. Non. C'était une époque où t'avais pas besoin de l'arbitre pour gagner des titres ou d'inventer des règles en cours de match pour gagner des titres. Voilà pourquoi un c'est le GOAT et l'autre c'est Brady. Voilà, au prochain. Le match, ouais, c'est le premier que j'ai vu, c'est Niners Bengals, voilà, 89.
Faudrait un point Godwin version Brady quand Olivier a la parole. Il y a toujours un moment où ça doit sortir. Plus la conversation est longue avec Olivier, plus il y a de chances qu'à un moment le nom de Brady sorte. Du coup, je crois que ça. Juste pour dire, je Oui, pense que Loïc si un jour Tom Brady devait lancer une passe en direction d'Ambry Thomas, je pense que ce serait marqué erreur 404 en face. Je pense qu'il y aurait un truc avec Olivier. Est-ce que Tom Brady complète la passe ou est-ce qu'Ambry Thomas la laisse passer? On ne sait pas trop, quoi. Du coup, c'est à moi, je crois. Ouais, Loïc. Je suis toujours un peu gêné quand je dois expliquer pourquoi je supporte les 49ers, parce qu'en vrai, je sais même pas trop, mais en y repensant, je crois que j'ai commencé à suivre la NFL dans une période de ma vie où, pour diverses raisons, j'étais assez anti-américain, et la seule ville des États-Unis qui m'inspirait du respect, c'était San Francisco, pour sa réputation avant-gardiste et progressiste. Et donc, c'est la ville de San Francisco et pas du tout un match en particulier qui a fait que j'ai choisi les 49ers. Et ça date de 2017. Et pour quelle raison tu as traversé le pont pour aller chez les Raiders? Parce qu'il me faisait kiffer, c'est tout. Il faut pas d'autres raisons. Et moi, les 49ers, ça date d'à peu près la même époque que Kevin, peut-être un poil plus tard. Moi, c'était vers tout début des années 2010, 2011, je crois. Et mes premiers, oui, désolé Olivier, c'est vrai que ça fait tard pour toi, mais dis-toi, moi en 89, ma plus grande sœur était même pas encore née, donc la question ne se posait même pas. Moi, c'est de cette époque-là. Pourquoi? Parce que, pas vraiment de raison, j'avais vu un match des 49ers, j'avais vu un match de NFL passer sur Canal à l'époque, et je me suis dit, putain, j'aime bien ceux qui sont en rouge, là, ils ont l'air sympas. Et à ce moment-là, c'est le moment où j'ai commencé à suivre la NBA et que j'aimais bien les Warriors aussi, donc je me suis dit, bon, c'est la même ville, on va commencer à les suivre. Et voilà, et un match qui m'avait marqué, moi, le premier match qui m'a vraiment marqué, c'est le même que Kevin, c'est le match contre les Saints en playoff. Ça m'avait vraiment marqué de voir des mecs qui se battent comme ça, et puis le touchdown de Vernon Davis, clairement. On va passer aux questions sur Twitter. Merci en tout cas à toutes les personnes qui nous ont posé des questions sur Facebook. Une question sur Twitter. Salut à tous, voici ma question. Depuis qu'on a gagné notre dernier Super Bowl, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on a une saison aussi bonne que celle-ci, on perd au pire moment ou contre une équipe qu'on a dominé à plusieurs reprises. Je ne sais pas si c'est le karma ou la malchance. Ma question est la suivante. Y a-t-il une raison qui vous fait penser que cette saison, ça peut être différent et que nous serons en mesure de surmonter n'importe quelle adversité et n'importe quel adversaire pour gagner la 6e bague? Olivier, toi qui as connu plus que nous, en tout cas, des époques où on n'était pas loin, on était plutôt bon. Je pense que tout à l'heure, Gonzague, il a répondu à la question. On a la meilleure équipe, on a la meilleure défense et on a un quarterback qui peut nous amener loin. Moi, j'ai connu des époques en NFL où il y avait des équipes qui n'avaient pas de quarterback. Je me rappelle même plus le nom du quarterback qui était aux Buccaneers dans les années fin 90, début 2000, où Brad Johnson. Ça joue tout sur la défense et Michael Stott en running back, fullback, et ils ont gagné un Super Bowl en n'ayant que de la défense. Il y a des équipes qui ont réussi à le gagner en n'ayant qu'un quarterback, et nous on a les deux. Donc partant de là, à l'heure actuelle, oui, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'y arriver? Les blessures, mais hormis ça malheureusement, on est tous tributaires. Après, le fait que ce soit le karma, pas le karma, moi je crois pas à toutes ces conneries. Je veux dire, c'est simplement à l'heure actuelle, Gonzague l'a très très bien dit, on est une équipe qui est complète. Kevin l'a rajouté qu'on a beaucoup de remplaçants à tous les postes. Toi, tu l'as dit aussi tout à l'heure, Elliot, on est même poste de defensive tackle, des defensive end, on a de quoi tourner. Alors, honnêtement, je pense que on est arrivé, comme disait Gilles quand il est venu nous voir, brique par brique, on est arrivé tout en haut du sommet des briques. Je pense que les planètes sont alignées si tout se passe bien, si on n'a pas de blessés. Voilà. Est-ce que c'est le karma si le ballon effleure la jambe de Kyle Williams face aux Giants en finale de conférence il y a très longtemps? Est-ce que c'est le karma si Jack Whiskey-Tart complète pas l'interception face aux Rams? Est-ce que c'est le karma si Shanahan et Garoppolo trouvent pas les solutions au Super Bowl face aux Chiefs? Je sais pas, mais en tout cas, on n'a jamais eu une équipe aussi forte, ça c'est sûr. On a une très bonne question, une question économique sur Brandon Ayuk. Je pense qu'on va la skipper pour cette fois parce qu'on en a pour longtemps si on commence à détailler tout ça, et on fera un épisode spécial à la fin de la saison parce que je pense que niveau économique, il y a de quoi faire un épisode entier tellement il y a de choses à faire. Il y a une autre petite question. Qu'est-ce que vous pensez de Spencer Burford, titulaire indiscutable? Moi, je préfère Feliciano. Moi, je vais répondre à celle-là parce que je suis totalement d'accord, personnellement. Plus encore que son côté à avoir toujours une pénalité ou deux par match.
Je trouve Burford il se prend un rookie wall assez sale pour sa deuxième saison. Je le trouve largement en dessous de ce qu'il a fait sur sa saison rookie. Alors que je trouve que John Feliciano, quand il a été aligné à la place de Banks ou à la place de Burford, il a été extrêmement performant. Donc pour moi, dans notre démarche d'aller chercher le titre, il faut faire jouer le meilleur. Et pour aujourd'hui, pour moi, le meilleur, plus que Burford, c'est Feliciano. Et enfin, petite question, on va faire dans le même ordre. Juste 2 noms, si le vote pour le titre de MVP s'arrêtait ce soir, McCaffrey ou Purdy. Kevin? Brock Purdy, quarterback. Gonzague? Il faut choisir Gonzague, je suis désolé de te faire ça. Ouais, non, Pas de parce que, réponse de Normand, pas de réponse de Normand. si c'est le cœur qui parle et non pas la raison, je dirais Ce n'est pas une réponse, ce n'est pas une réponse. Quel est ton vote? Là, tu as le droit, la NFL décide, on ne sait pour quel hasard, de donner une voix. Tu la donnes à qui? Je la donne à McCaffrey pour aller contre les standards de la NFL qui donne toujours la prime au quarterback. Donc je la donne à McCaffrey. Olivier? McCaffrey. Loïc? Purdy, mais alors franchement, je suis capable de changer d'avis sur la question en 30 secondes. Et j'avoue que l'argument de Gonzague me convainc aussi. Ce serait cool d'avoir autre chose que des quarterbacks pour les prochaines décennies, quoi. Moi, c'est clair, je l'ai dit tout à l'heure, hein, McCaffrey, parce que c'est cool de changer de quarterback, et puis parce que de toute façon, c'est le meilleur joueur de NFL offensivement aujourd'hui, c'est celui qui fait la meilleure saison pour moi. On va passer au jeu, je crois qu'Olivier a un jeu pour terminer l'émission. Olivier, un nouveau jeu, encore une fois proposé par notre grand ami Johan, notre pourvoyeur de jeux chaque semaine. Exactement. Donc, Johan nous a proposé un jeu. Alors, c'est pas un jeu. Loïc, on t'attend au tournant là. Ça y est, Loïc rentre dans le jeu là. C'est Alors, la attends. première. Sauf que Loïc, je sais pas s'il triche ou pas, parce que comme il est en train de regarder son ordinateur, donc je ne peux pas vérifier. Non, c'est pas un tricheur. Voilà. Non, Attention, je vérifie. Donc, on va jouer, les gars, ça va être l'ordre, c'est moi qui le choisis de façon totalement personnelle. Donc, ça va faire Gonzague, Kevin, Loïc et Elliot, vu qu'Elliot, tu as gagné le dernier jeu. Non, mais en même temps, je suis même pas surpris, quoi. Tu vois. Hein. Et nous allons avoir, je vais vous demander de me citer le top 23 des marqueurs de touchdown de cette année, NFL. Le top 23. Ah oui, donc ouais, c'est pas lié au Niners. Non, c'est ce que j'ai. Il y a 23 joueurs à trouver. Et ça commence par toi, Gonzague. Allez, en tant que personne convenable, je vais donc citer un joueur des Eagles, c'est histoire de saluer nos amis supporters des Eagles. Je vais citer A.J. Brown. Oui, il y est. Avec 7 touchdowns. On compte pas les quarterbacks. Les quarterbacks, je pense que les quarterbacks, faut qu'ils soient rentrés avec le ballon dans la end zone. Okay. Une passe de quarterback ne compte pas. Le top 23 des marqueurs de touchdown de l'année. Donc, nous avons déjà qui est parti. À toi, Kevin. On va rester fidèle à la maison avec Christian McCaffrey. Oui, c'est lui qui est numéro 1 de la liste avec 17 touchdowns inscrits. C'est quand même colossal. Loïc? Brandon Ayuk? Eh ben non, voilà, déjà, Par contre, je vais pas vous donner 50 000 vies, hein. Vous avez droit à 2 vies maximum, hein, parce que c'est facile. Hein. Allez. Tu dois te fier. C'est difficile de se retenir à deux fois. Jalen Hurts. Nous avons le premier éliminé, c'est tout à fait logique, c'est Loïc. Il est pas dedans, Hurts, ça ouais, j'étais sûr qu'il était dedans. Je vérifie. Non. Eh ben. Ah, ça fait 2 vies, donc vas-y, ta dernière chance, Loïc, allez. L'autre, il a bugué encore en dessous, vas-y, Loïc. Franchement, je sais pas. Hein. Je regarde pas assez les autres matchs que ceux des 49ers. Allez, je trouve une excuse. CeeDee Lamb. C'est bon, CeeDee Lamb, c'est bon. 8 touchdowns. À moi? Oui, Attends, Jalen Hurts, il a 12 touchdowns. Je peux pas croire qu'il est pas dedans. C'est impossible. Non. Après, il n'y a peut-être pas les quarterbacks dans ta liste, peu importe ce qu'ils font. Ouais, peut-être, mais en tout cas, il a 12 touchdowns au sol, donc c'est certain qu'il est dans le top. Ils font des touches tout le temps, ils savent faire que ça. Les enfants, moi je vous dis, j'ai la liste qui m'a donné.
Ah, elle est là. C'est parfait. En tout cas. Moi, je m'arrête à la liste de Johan. Si c'est faux, vous en prendrez Johan. Moi, je suis scandalisé, mais c'est pas grave. Ne tournez pas pendant un an, on est tranquille. Après, c'est à la réception, peut-être, non? Non, Non. McCaffrey, Non. il est mis à 17. Il a Ouais. pas mis 17 à la réception, il en a mis que 5 à la réception. Ok. Bon, vas-y, Olivier. C'est à moi? Ça vient à toi, Elliot, vas-y. T'as Eric Hill? Bah oui, par exemple, avec 12. Gonzague, Jamar Chase. t'as l'impression qu'il y soit? Pas sûr, il a pas vu grand chose. Non, Non, je suis pas sûr Jamar non Chase. plus. Première erreur de Gonzague. Eh ben. Du coup. Bah, je vais citer. On va dire, allez, Deebo Samuel. Avec 7 touchdowns, il y est, Djibo. Voilà. Djibo, on a mis plus que Ayuk. Bah ouais, Bah, il en a mis 3 d'un coup aussi. Ah oui, c'est vrai. voilà. Kevin? Mike Evans. Oui, tu prends pas beaucoup de risques non plus, avec 10. Allez, Loïc. Travis Kelce. Eh ben, je pense que ce coup-ci, tu vas pouvoir aller te coucher. Ouais, Premier éliminé, l'invité du podcast, Loïc. Elliot, à toi. J'ai envie de tenter Sam Laporta. Je ne l'ai pas vu sur la liste, il n'y est pas. J'étais pas sûr. Juste petite question, parce que moi j'ai un nom que je garde au fond de ma tête, un nom un peu improbable que je garde et que je dirais que en cas de dernier recours. Si j'ai faux à celle-là, il me reste encore une chance. Oui. Ok, Oui. Stephen Diggs. 8 touchdowns, il y est. Oui. Gonzague. On est d'accord, Olivier, que si je cite un joueur des Patriots, la réponse vaut double de cette année. Un joueur des Patriots, je pense que je vais rire, mais si tu es un joueur des Patriots. Non, j'en ai pas, évidemment. Mais j'ai envie d'être joueur, parce que normalement, il me reste une vie, parce que finalement, on est passé de 2 à 3 en erreur. Oui, c'est ça, vas-y. J'ai envie de tenter, grâce à Gardner Minshew, Michael Pittman. Non. Oh, putain, pourtant, je me suis dit, j'étais prêt à le jouer celui-là. Ok, bon, bah, c'est ma dernière chance. Du coup, je vais situer Puka Nacua. Il n'y est pas non plus. Eh ben, Non, il je fait des suis- yards, mais il fait pas de touchdown. Quoi. Donc je les suis- deux éliminés, Gonzague et Loïc. Il y a des improbables et des très connus. Ouais, moi j'ai un improbable à proposer. David Montgomery. Avec 10 touchdowns, bravo. Je l'avais dans les improbables. Oh, c'est une Bien duel joué. entre Elliot et Kevin. Allez, Elliot, à toi. J'ai quelques noms qui me viennent en tête, mais je suis pas certain qu'ils aient marqué tant de touchdowns que ça. C'est ça le problème. À chaque fois, tu vois, comme les gars ont cité plein de mecs qui sont forts et tout, mais Ouais, je t'en ai pas laissé beaucoup. ouais, c'est vrai que t'as éliminé beaucoup de mecs, t'as dit plein de noms et tout. J'ai envie de tenter Travis Etienne. Tu as bien fait de tenter Travis Etienne. Travis Etienne, il en a marqué 8. Kevin, à toi. Juste une petite question, tu pourrais au moins nous dire combien il nous en reste? Qu'on se fasse Il en une idée reste. à peu près. Alors, il reste le numéro 2. Je voulais dire le nom. 3, 5, 6, 7, 8, Bon, j'en ai encore 2-3 en tête. 9, 10, 11, 12, 13. Il en reste 13. Ah oui, quand même. Dans les autres improbables, j'aurais Isaiah Pacheco. Eh ben, il y est. Oui, bien joué. Bien joué, bien joué. Et Allez, Kevin, Elliot. Kevin, il a l'air fort dans ce jeu parce que moi, je suis en train de chercher des noms du fond de mon tiroir alors que Kevin, il a l'air serein. J'en ai encore au moins un en tête. Que je suis Moi, associé. j'en ai un, mais je me le garde en dernier recours. C'est un improbable aussi. Mais je me le garde, je le citerai que en cas de. J'ai plus le choix. Tankdale. Oui, il y est Tangdel. D'ailleurs, il la mettra plus. Petite pensée pour lui, sa blessure. Ouais. Keenan Allen. Oui, bien entendu.
Putain, Kevin, il répond du tac au tac. Il est trop chaud. il met une pression de zinzin, là. Putain, Allen, j'aurais pas pensé. Pourquoi, au moment où je suis en train de me faire la liste des équipes dans la tête pour savoir qui est-ce que je vais mettre, j'ai que des équipes de merde, genre les Giants ou les Bears. Ils marquent pas de touchdown, d'où ils ont des mecs dans le classement. Allez, je le tente et puis on verra. Courtland Sutton. Et bien sûr qu'il y est Courtland Sutton. 9 touchdowns. Raheem Mostert. Bien entendu, numéro 2 avec 16 touchdowns. Ah putain, mais oui, à ce point-là. Ah oui. Et Yarim, bien sûr, les gars. Et puis, il colle des matchs à 2-3 touchdowns d'un coup, ça va vite. C'est C'est bien ça, sûr. en fait, aussi. C'est ça également. Vous avez déjà fait le top 4 avec McCaffrey, Mostert, Tyreek Hill et Mike Evans. Par contre, je suis outré. Jalen Hurts est totalement dans le top 23 et sûrement dans le top 10. Hein. C'est un scandale. Est-ce que tu serais rendu jusqu'à ce point ici? Non. 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 Il Bon, serait, voilà. il serait pas rendu. Allez. porte une réclamation officielle auprès de l'arbitre. Putain, mais là j'ai plus d'idée là. Bijan Robinson. Comment? Bijan Robinson. Bijan Robinson? Non. C'est ma dernière chance. Je crois que c'est ma dernière chance. J'ai déjà fait 2 erreurs. Ouais. Bah, c'est le moment où je balance le nom et puis au pire, si j'ai faux, j'aurais envie de le balancer. C'est le genre. Yohan est le genre de mec à mettre ce nom-là dans le classement. Daron Bland. Il en est à 5, Non. je pense. Ah putain, il Non. est que à 5. Il est que à 5. Il a mis 5 pick 6. J'avais Oui. envie de le tenter. J'avais besoin de le tenter. Alors, Kevin a gagné. Attends, Kevin a encore des noms. Je pense que Kevin a encore des noms. j'ai des noms. J'ai Amon-Ra St. Brown. Non. Non, Ok. j'ai hésité aussi. Tu l'as hésité. Qui c'est que j'avais encore? J'avais Jahmyr Gibbs, moi. Kevin, il peut encore tester. Vas-y, Kevin. J'avais Devon Achan. Oui, bien entendu. Sérieux? Ouais. Ah oui, Il a Devon fait la Achan. moitié de la saison, mais quel zinzin, lui, trop il a fort. fait un match à 3 et un autre match à 2, donc ça monte quand même assez vite. Ça fait 3 mecs des Dolphins. Hein. Et on avait tenté Brandon Ayuk? Oui. Ah oui, tu avais tenté. On y est. J'avais Swift des Eagles. Non. Comme tu as fait tes 3 erreurs, On peut. je vais vous les faire J'avais trouver. juste Devonta Smith. Non, je vais vous les faire trouver. Vas-y. Il y en a un qui est évident. Si je vous dis Tennessee Titans, Derrick Henry, mais oui, putain. voilà, Derrick Henry. Donc ça, c'est fait. En fait, le problème là-dessus, moi j'ai la même réflexion que j'ai souvent eu avec Loïc. Le problème, c'est qu'on pense pas aux Titans parce que ils sont tellement genre. On pense déjà, ils existent pas sauf quand tu joues contre eux. Oui, et puis Henry laisse une impression de joueur qui ne performe pas en ce moment. Il n'y pense plus. On va continuer. Alors, je vais vous donner juste un truc. C'est le receveur qui nous a fait le plus mal quand on a joué contre son équipe alors que c'était un rookie. Jordan Addison. Voilà. C'est vrai qu'il nous avait éclaté. On n'a pas cité Jefferson, mais il me semble qu'il ne met pas beaucoup de touchdowns. Il était blessé, Justin Jefferson. Ouais, mais il a fait quand même 6 ou 7 matchs. Même pas. Nous avons plus difficile parce que tout à l'heure tu as failli gagner, mais c'était une erreur. Il s'appelle aussi Robinson, mais il joue aux Commanders. Avec Curtis Robinson. Brian Robinson. Brian n'est pas Brian Bijan Robinson. Robinson. Fondé avec Curtis Samuel. Attention. Ah, j'aurais dû me douter quand tu m'as fait répéter Robinson. Putain. Ouais. Qu'est-ce que nous avons pas dit? Il reste pas mal de running back. Il y a un running back qui joue aux Ravens et un running back qui joue aux Rams. Ah, Gus Edwards. Ouais. Qui en est à 10. Kyron Williams. Qui en est à 10 aussi. Ah oui, j'ai pas pensé à eux. Il reste maintenant 2 joueurs plus difficiles à trouver, qui sont à 7 touchdowns chacun. À 3 joueurs, il reste, pardon. Il reste 3 joueurs à 7 touchdowns chacun. Un, il est à Green Bay. Un, il Jaden est... Reed. Watson. Non. Vous avez dit le troisième, c'est le troisième. Aaron Jones. Jalen Waddle, il n'est pas chez Dolphins. Romeo Doubs. Eh ben ouais, Dubs. Ah ouais. Pas vu passer. reste- Je l'ai pas vu marquer autant. Donc il reste 2 joueurs. Un, il est running back et l'autre, il est receveur dans l'équipe préférée de Loïc.
Jacobs. Josh Jacobs et Davante Adams. Non, c'est ni l'un ni l'autre. Jacoby Myers. C'est pas Michael Myers. Jacoby Myers, exactement. Et le dernier, on l'affronte la semaine prochaine. Ah, Walker. Voilà. Jacoby Myers, ouais, il y a des noms auxquels j'aurais jamais pensé, je pense. Tout ce qui est Jacoby Myers, Brian Robinson et tout, j'y aurais jamais pensé. McCaffrey, Mostert, Hill, Evans, Cortland Sutton, Derrick Henry, Devon Akane, C.J. Lamb, Stephen Diggs, Keenan Allen, Travis Etienne, A.J. Brown, Deebo Samuel. Je pense que c'était trouvable. Après c'est plus faux. Voilà. Et voilà belle victoire, bravo Kevin. Bravo Kevin. Bien joué. Faudrait faire les comptes un moment de combien de fois les gens ont gagné sur chaque partie. Gagné plusieurs fois. Je pense que c'est encore Olivier qui est le plus gros vainqueur quand même. Merci de nous avoir suivis pour ce 57e épisode du Facebook Podcast. On se retrouve du coup pour les supporters des 49ers à 22h05 dimanche soir pour le match contre les Seahawks, en espérant évidemment continuer sur notre très bonne série et aller chercher notre 10e victoire de la saison qui ferait bien plaisir. Et quant à nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour débriefer ça et puis parler de notre match suivant qui sera, il me semble, messieurs, dites-moi si j'ai une connerie, contre les Cardinals. Non, c'est les Cardinals, je viens de vérifier, on joue contre Arizona. Autant dire que du coup, donc, on parlera du match des Seahawks et de notre bye week contre les Cardinals. Merci de nous avoir suivis et puis Go Niners comme d'habitude. Salut. Go Niners. Ciao. Ciao. Come on. Come on.